Mesdames et messieurs, bonsoir. En Afrique en général et au Bénin en particulier, le taux de fécondité est trop élevé. Si en Afrique la tendance est de 7 à 8 enfants par femme, au Bénin nous sommes encore à 5 enfants par femme. Un taux de natalité qui, dans un passé récent, était source de prospérité et d'épanouissement. Mais de plus en plus, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour fustiger le nombre élevé d'enfants par ménage. J'en veux pour preuve cette déclaration du président français Emmanuel Macron qui pense que le développement de l'Afrique passe par la baisse de la fécondité. Le président français a ciblé les 7 à 8 enfants des femmes africaines comme un problème civilisationnel. Des propos défendus par de nombreux spécialistes. Pour Emmanuel Macron, dans un pays qui compte encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alphonse Moïse Soudé, nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités sociologiques et nous savons qu'il y a de richesses, que d'hommes. La fécondité sous les tropiques peut être considérée comme un frein au développement, comme le pense Emmanuel Macron. Vous savez, le lit du pauvre est fécond. Hein? Le lit du pauvre est fécond, il n'a que ça comme passion. Et il se prive d'un certain nombre de plaisirs. Et il est obligé chaque fois de s'occuper de sa femme. Et sociologiquement, en Afrique, on dit qu'il faut faire beaucoup d'enfants au cas où la mort passerait par là, vous arracherez quelques enfants, d'autres resteraient. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais quand vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes obligé d'investir suffisamment. C'est-à-dire, je suppose que vous avez 12 enfants, vous devez envoyer les 12 à l'école. Ça coûte excessivement cher. Vous n'avez plus suffisamment d'argent pour investir ailleurs. C'est-à-dire, construire votre vie, construire des maisons, développer des activités commerciales. Parce que chaque fois, il faut payer la scolarité, chaque fois, il faut nourrir les enfants, chaque fois, il faut soigner les enfants, chaque fois, il faut habiller les enfants. Donc, ça vous prend énormément une partie de votre économie. Et ce qui est un peu bizarre en Afrique, vous remarquez que ceux qui ont de l'argent ne font pas beaucoup d'enfants. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceux qui n'en ont du tout pas... Bon, j'ai discuté avec quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Il m'a dit non, je ne suis pas allé à l'école. Mais j'ai fait une quinzaine. Je sais que parmi les 15, il y a 2, 3, 4, 5 qui vont émerger, qui pourront faire ce que je n'ai pas pu faire. Bon, est-ce qu'on va tenir compte de ça pour faire beaucoup d'enfants? Non, il faudrait que les Africains soient sensibilisés. Mais parfois, ce qui m'étonne encore, c'est que vous voyez des gens qui sont suffisamment allés à l'école, qui peuvent pratiquer le planning familial, mais qui font beaucoup d'enfants. Et le drame intervient quand la mort vous fauche. Un moment imprévu de votre vie, les enfants deviennent autre chose. Nous allons en parler tout à l'heure. Joël Tchogbe, je le disais, il n'y a pas l'argent, mais on fait des enfants dans certains milieux. Je ne veux pas nommer des régions, mais vous savez en tout cas que dans certains milieux, c'est toujours la concurrence entre coépouses, n'est-ce pas là, la revanche des pauvres sur les riches? Non, je ne voudrais pas qu'on puisse stigmatiser une couche sociale à l'aune des référents comme la pauvreté ou bien la richesse. Vous savez, chacun, dans son parcours, dans son existence, est amené à faire des choix. Parce que si nous voulons, le sujet que vous posez, ça pose un problème d'ordre culturel, un problème d'ordre sociologique, je dirais même, parce qu'il y a une différence d'ordre sociétal. Parce que ce qui est, depuis des lustres, cultivé, toléré, et accepté dans la société européenne occidentale peut ne pas forcément être ce qui relève de la norme dans nos communautés, dans nos aires culturelles, si vous voulez. Et le débat sur la fécondité, en réalité, je ne voudrais pas que nous puissions faire le débat avec le référent Europe. Ce débat, je ne le ferai pas. Parce que c'est un débat qui est biaisé, c'est un débat qui est faussé. À l'aune de quel référentiel nous voulons comparer le taux de fécondité sur le continent africain, au Bénin singulièrement, par rapport à qui? Nous ne sommes pas dans une comparaison, nous faisons le constat. Aujourd'hui, nous sommes à 7 à 8 enfants en Afrique. Au Bénin, nous sommes à 5. Je relève ça en même temps parce que dans votre introduction, vous avez cité le président Emmanuel Macron. Tout à fait. Pour ma part, c'est un faux débat. Monsieur Macron n'a qu'à s'occuper
des Gilets jaunes n'a qu'à s'occuper de la France, un peu comme les autres présidents européens. Les PTF, on ne leur demande pas de ne pas soutenir les projets de développement, mais les questions qui relèvent de la norme culturelle, qui relèvent des pratiques qui sont ancrées dans les us et les habitudes, ont malheureusement, qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, la peau dure. Et ce n'est pas les prêches d'un chef d'État européen qui va changer la donne. Si je finis de dire ça, nous revenons donc sur le continent africain. Et je vais me contenter de vous expliquer pourquoi peut-être ce que vous qualifiez finalement de... On constate qu'il y a un fort taux de fécondité, il y a 7 à 8 enfants par femme dans certaines régions, dans certains pays sur le continent africain. Alors, la première chose qu'il faut commencer par évoquer ici, c'est ce à quoi vous avez fait allusion vous-même. Il n'y a que dans certains milieux, celui à qui le père de famille doit transmettre l'héritage, pour ne pas dire la postérité, c'est une valeur. Et on considère même dans certains milieux que lorsque vous venez sur Terre, sans pour autant avoir le nombre d'enfants qu'il faut, vous n'êtes pas socialement assis. Et que votre parcours a été un parcours stérile, a été un parcours vain. Ce qui fait que dans l'appréhension, dans la représentation sociale de la natalité, je vais dire, la fertilité ou bien la natalité devient un élément qui vous confère un statut social dans la société. La fertilité ou le fait d'avoir beaucoup d'enfants vous confère un certain prestige dans votre environnement de vie immédiat, dans votre communauté et plus loin dans votre ethnie. Donc, et ceux qui ont vécu et n'ont pas eu suffisamment d'enfants dans certains milieux sont considérés comme des personnes qui ont été, qui sont des êtres qui ont vécu inutilement, qui n'ont pas véritablement servi la cause. Parce qu'au fond, de quoi nous parlons? À quoi servent finalement les enfants? Voilà. À quoi servent finalement les enfants? Parce que quand on fait venir un enfant, quand un enfant naît, l'enfant systématiquement n'appartient plus à son géniteur biologique. L'enfant devient la propriété même de la société, de la famille entière. Et il se fait que l'oncle, quelque part, la tante, quelque part, si vous voulez, le chef de terre, dans certains milieux, lui également a des besoins. Il a des activités économiques qu'il doit faire tourner. Et ces enfants qui naissent dans une famille, de l'union entre un homme et une femme, plus ces enfants viennent, ces enfants sont, vous m'excusez le terme ici, mais repartis en fonction maintenant des besoins qui sont existants et qui doivent être gérés ici et là. Donc pour moi, il faut juste comprendre quel est le fonctionnement de ce phénomène. Quel est le fonctionnement de ce phénomène? Par le passé, on vous dira que c'est pour la main-d'œuvre dans les champs et pour accompagner véritablement les parents dans tout ce qui... Qu'est-ce qu'il vient d'expliquer? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est justement parce que les enfants, vous savez, nous ne sommes pas à l'aide de la mécanisation. Et c'est ça mène encore une fois à rentrer un peu dans le fonctionnement de la société occidentale, puisque ce débat se mène de plus en plus ces derniers temps par ici. Pendant que la société occidentale européenne connaissait la révolution technologique, et on parle donc de la mécanisation de l'agriculture, la terrorisation, la robotisation de la chaîne de production, les Africains étaient à quel niveau? Nous n'avons donc pas à faire la comparaison au moment où les machines étaient déjà en train donc de remplacer les hommes sur le continent européen pour prendre en charge la production, la chaîne de production. Les Africains étaient encore à quel niveau? À l'échelle des outils rudimentaires avec une agriculture qu'on nous a qualifié toujours d'archaïque, qui nécessite encore une fois une forte
un fort taux donc de main d'œuvre. Pour Conséquence, les enfants qui viennent, ces enfants participent à l'enrichissement de leurs parents, participent maintenant à un processus de solidarisation, comme on le dit, parce que c'est comme un ciment. Les enfants qui viennent, et quand vous voyez les familles, la famille A peut entrer en interaction avec une famille B et avec, et nous parlons d'une famille nucléaire, pas des familles aujourd'hui qui sont segmentées, réduites au papa et à la maman. Nous étions dans une famille nucléaire. Et cette pratique a toujours cours, même si avec le temps, la pratique aujourd'hui est en train donc de s'altérer. Voilà. Il est à comprendre que, voilà, donc sur ça, moi je voudrais que nous puissions faire l'effort de comprendre seulement le fonctionnement du phénomène au lieu de porter des jugements de valeur sur ce qui se fait sur le continent africain, au Bénin singulièrement. Nelly Dodino, ce qui se passe effectivement au Bénin, c'est que nous sommes déjà à la moyenne de 5 enfants par femme, selon une étude récente, une étude de 2016. Le Bénin est-il dans la normofécondité selon vous? Bon, vous avez prêté le mot, la normocommunication. Vous savez, l'impact n'est pas le même. Hein? Même ceux qui vous parlent de la fécondité en France, il y a des familles qui ont 7 enfants, voire 9. Même une famille fait 13 enfants en France, en Europe. Il y a ce qu'on voit, il y a la réalité du terrain. Seulement que ce qu'on déplore... Mais la moyenne chez eux, c'est pas 7 enfants. Je ne refuse pas. Voilà. Ce qui voudrait dire qu'il y a des familles qui connaissent des enfants, des familles nombreuses, comme ils aiment bien l'appeler, des familles méga géants. Vous savez, 5 enfants pour le Béninois, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il y a des familles qui Vous ne trouvez pas que c'est trop? Il y a des familles qui font 5 enfants. Oui. Et qui s'en occupent bien. De la même façon, il y en a qui n'ont que 2 et qui s'en occupent pas. Tout est question de responsabilité parentale et des moyens que nous disposons. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens, parce qu'un enfant, c'est un investissement. Je vais prendre un peu le compte-pied de Joël. Lui, il est sociologue. Il est entré dans l'anthropologie. Il nous a fait l'historique, que c'est une histoire culturelle. Vous avez tel nombre d'enfants, vous avez atteint tel nombre d'enfants. Quand vous intégrez la société tel rang, quand vous avez atteint tel nombre d'enfants. Ça, c'est culturel. Mais dans les faits, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de se retrouver avec 20-30 enfants et être capable de les éduquer, investir dans leur éducation? Alphonse l'a dit tout à l'heure, il y en a qui font 10 et se disent que dans les 10, il y aura 2, 3 qui vont s'en sortir. Et les 7 autres, c'est comme une discrimination, c'est comme une punition. Tu sais en ton âme et conscience que tu n'as que la capacité d'éduquer, de financer les études, la formation. Quand je dis formation, ça peut être en couture, ça peut Ces parents qui font 10 enfants, ils n'ont jamais dit qu'ils veulent prendre en compte ou en charge 3 enfants. Les enfants sont traités de la même manière, mais ils se disent c'est une question de destin. Vous êtes sûr que quand vous vous retrouvez avec 10 bouches à nourrir, à éduquer, à envoyer à l'école, supporter que vous avez le bras grand pour tout, non, c'est pas possible. Oui, il y en a qui sont multimilliardaires, mais c'est pas l'argent, c'est pas que l'argent. C'est la disponibilité que vous avez à accorder à ces enfants en les éduquant, en passant du temps pour voir tel évoluer à tel niveau et connaître chaque enfant dans son individualité, dans son côté humain. C'est-à-dire, vous faites tout pour connaître chacun de vos 10 enfants afin d'adapter l'éducation qui convient à chacun. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas un crime de faire des enfants. Nous sommes féconds par nature et nous aimons les enfants. L'Africain aime les enfants. L'Africain, même s'il n'a rien, il se contente de regarder sa progéniture. Mais seulement, allons nous contenter de regarder ces enfants pour qui nous ne traçons aucun avenir. C'est là le problème. Faire des enfants, c'est la chose la plus facile pour certaines personnes. Même si parfois on se retrouve dans des cas où avoir un enfant, pour d'autres, c'est une bénédiction. Oui, nous sommes comme ça. C'est culturel à nous, c'est sociologique à nous. Il n'y a plus de terre comme avant pour que nous ayons besoin de la main d'œuvre. Et mieux aujourd'hui, quand vous faites vos enfants,
Vous ne leur demandez pas d'aller cultiver la terre parce que vous avez un champ. Les paysans envoient leurs enfants à l'école. Et moi je me rappelle mon professeur en terminale qui nous disait, nous sommes les enfants des paysans. Ce qui voudra dire, depuis ce temps, la période coloniale, les paysans, les parents ont compris qu'il faut envoyer les enfants à l'école, investir et aller à l'université. Faites le constat. Les parents sont toujours au village. Ils envoient les enfants étudier en ville. Ils envoient de quoi nourrir, de quoi loger. Ils investissent sur leurs enfants parce qu'ils se disent, oui, je suis peut-être paysan. Même si mon enfant doit continuer la terre, ce ne serait pas de la même façon. Il va apporter quelque chose. Peut-être être un entrepreneur agricole. Il voit loin. Et pour ça, il faut investir. Parfois même, on sacrifie beaucoup, surtout les filles, pour dire, bon, vous n'avez pas vraiment grand chose à apporter. Vous allez porter le nom de quelqu'un et puis... Voilà, ailleurs. Et on préfère investir sur le garçon. Donc, ce n'est pas le nombre d'enfants qui compte. C'est la capacité pour chacun de se dire, est-ce que je suis en mesure de subvenir aux besoins de ces enfants et de me rendre disponible pour les éduquer. C'est pas le nombre d'enfants qui compte. C'est pas le nombre d'enfants qui compte. Je vous dis, il y en a qui ont un seul, qui ne s'en occupent pas. La même façon, il y en a qui ont 7, qui se battent comme contre vents et marées pour éduquer. Seulement que quand c'est nombreux, l'attention vous est difficile de vous concentrer. Il vous est difficile de vous concentrer sur ces enfants-là et de leur apporter quelque chose. Et je dis, moi je ne suis pas forcément dans la logique de planning familial, fait ceci, non. Chacun conçoit la vie telle qu'il pense. Et que chaque femme doit pouvoir être responsable de son corps. Et de savoir que, oui, nous, notre situation, est-ce que ça nous permet de faire tel nombre d'enfants? Voilà, nous allons revenir sur la question de la planification familiale tout à l'heure, de la séparation. Enfin. Mais déjà, vous avez répondu à la question que ce n'est pas le nombre qui compte, mais je vais vous demander encore une fois, combien pour vous, pour un couple, selon notre train de vie aujourd'hui au Bénin, combien vous estimez le nombre d'enfants qu'il faut par... Moi, je ne pourrais pas imposer un nombre d'enfants. Pas imposer, bon, non. Relativement, vous savez, combien de nombre d'enfants? Il y en a qui aiment tellement les enfants. Et c'est pour cette raison qu'ils ils en font beaucoup. Mais malheureusement, malgré l'amour que vous avez à engendrer des enfants, vous devez vous poser la question, est-ce que vous êtes disponible pour les éduquer? Oui, aujourd'hui tout le monde travaille, monsieur, madame travaille. Est-ce qu'il y a la disponibilité d'éduquer ses enfants? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut toujours se poser. Avant de faire un enfant, est-ce que j'ai la disponibilité d'accompagner ces enfants? Alphonse Moïsoudé, par conséquent, est-ce qu'il faut donc contraindre les couples à limiter le nombre de naissances finalement au Bénin? Non, ce n'est pas question de contraindre, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Si quelqu'un décide de faire 10 enfants, c'est qu'il a un programme. Il a fait une planification par rapport à l'avenir de ses enfants. Mais en réalité, il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant de faire des enfants, parce que quand vous devez faire des enfants, le couple s'assoit, discute et prend des résolutions. Je suppose que si dans votre couple, vous avez retenu comme principe de faire 3 enfants, après les 3 enfants, madame devrait prendre ses précautions pour qu'il n'y ait pas de Dieu donné. Également. Oui, pour qu'il n'y ait pas de Dieu donné. Pour qu'il n'y ait pas de Dieu donné. Mais je dis, les gens, parce que vous voyez, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Quand vous avez 4-5 enfants que vous mettez dans une école privée et que le service de comptabilité passe et renvoie les 5. Parce que vous n'avez pas pu solder, par exemple, la première tranche. Les 5 sont à la maison. Et vous êtes obligé de prendre l'argent destiné à autre chose pour venir combler ce vide-là. C'est pourquoi je dis, moi j'ai l'habitude de dire, hein, ce qui est raisonnablement conseillé, c'est entre 2 et 3 enfants. Maintenant, si vous avez les moyens au-delà de 3, d'accord. D'accord. Parce que aujourd'hui, éduquer un enfant implique beaucoup de responsabilités. Il ne sert à rien. Vous pouvez avoir de l'argent, faire des enfants délinquants. Vous voulez dire que le nombre d'enfants est aussi c'est en fonction des moyens que nous avons. Oui, mais ce n'est pas seulement l'argent.
Si vous êtes un père milliardaire, vous faites des enfants, vous n'êtes jamais là pour éduquer les enfants, mais ils vont dilapider vos biens. Ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas que l'argent, c'est la présence de l'autorité parentale. Vous savez, dans la maison, maman a son rôle, papa a son rôle. Mais si papa est tout le temps dehors, en train de courir derrière l'argent, quelque chose, l'instruction est différente de l'éducation. Hein. Une chose est d'envoyer votre enfant à l'école, décrocher jusqu'au master, mais une chose est de dire que votre enfant est bien éduqué. Est bien éduqué, vous n'êtes jamais là. Vous avez confié l'éducation de vos enfants à la tata. Vous avez engagé le chauffeur qui pratiquement devient le père de famille. C'est lui qui va payer la scolarité. C'est lui qui vient chercher les bulletins. C'est lui qui, quand on convoque les parents, c'est lui qui répond. Ce n'est pas possible. Vous êtes libre de faire le nombre d'enfants. Mais vous devez prendre sur vous la responsabilité d'être là pour éduquer les enfants. Parce que très souvent dans les couples, on constate que le papa peut-être décide d'avoir 4 à 5 enfants. C'est la femme qui dit oui, non, je veux... Vous savez, il fut un temps où les mamans ne travaillaient pas. Les mamans étaient à la maison, faisaient le petit commerce, vendaient des divers pour s'occuper de l'éducation des enfants. Il y avait des cadres qui avaient interdit à leurs femmes de travailler pour dire nous ne pouvons pas tous courir derrière l'argent. Si nous courons tous derrière l'argent, qui va s'occuper de nos enfants? Parce que dans l'imagerie populaire au Bénin, quand l'enfant est intelligent, on dit qu'il ressemble à son père. Mais dès qu'il a un pépin, dès qu'il a un petit délinquant, on va dire que c'est sa maman. Même si le père est le dernier des cancres et que l'enfant est intelligent, on va dire qu'il ressemble à son papa. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous engager dans l'éducation des enfants, n'en produisez pas, n'en faites pas. Parce que moi, je connais un monsieur qui a une quinzaine d'enfants qui avait l'argent, mais du jour au lendemain, il est décédé. En pleine année scolaire, certains de ses enfants ont été obligés d'arrêter. Parce que il avait 3 femmes, chaque femme avait sa maison et ses enfants. Mais quand il est décédé, chaque femme était obligée de s'occuper de ses enfants. Malheureusement, ces femmes-là ne travaillaient pas. Elles étaient des femmes à la maison à qui monsieur donnait de l'argent chaque mois. Donc, ce n'est pas... c'est pourquoi parfois, je n'aime pas trop ceux qui ont l'argent. Parce qu'ils estiment que c'est l'argent qui éduque l'enfant. Et qu'on peut combler son enfant d'argent. On peut régler... On ne peut pas régler le problème de l'éducation d'un enfant par l'argent. Il faut la présence parentale. Vous allez voir. J'ai dit aux élèves une fois, regardez très bien les enfants des pauvres. Ils travaillent. Parce que quand tu as délayé à midi, et que maman s'est débrouillée pour trouver arachide, gari avec sucre, pour que tu puisses manger à midi, aller étudier. Vous allez voir que ces enfants-là sont consciencieux. Tu as étudié sous, qu'on appelle, lampe tempête, Komyongba. Ça, mais quand toi tu es enfant de riche, tout est là, le chauffeur te dépose, il gare la voiture, il attend jusqu'à ce que tu finisses. Non. Ils se disent, j'ai déjà tout à la maison. Je suis héritier. Papa va me laisser l'argent. Mais l'enfant du pauvre, il se bat parce qu'il voit son père souffrir pour trouver de l'argent. Donc, tant que le père ne sera pas disponible pour s'occuper des enfants, ça ne marchera pas. Mais moi, je n'ai pas à dire à quelqu'un, fais 2, fais 3, fais 4, fais 5, fais 6. C'est un choix. Et c'est un choix du couple. Pas que quelqu'un va se lever de façon délibérée pour dire, moi, je veux 2 enfants. Non, madame vous dira, je veux 4. Et comme on ne peut jamais contrôler les femmes, elle va vous tendre le piège, vous tombez dedans, elle dit, papa... Mais prenez aussi vos précautions, c'est pas que la femme. C'est la femme, c'est l'homme. Joël Tchogwe, dites-nous, pendant que les économistes pensent finalement que le développement de l'Afrique, tout au moins le développement dans tous les pays, passe par la baisse de la fécondité, qu'est-ce qu'il faut finalement conseiller aux gens? Moi, ce débat me passionne parce que j'ai pris du temps pour écouter les collègues en studio. J'ai commencé par dire que je vais faire l'effort ce soir de ne pas du tout trancher ce débat. Je vais certainement, et j'espère que je vais pouvoir rester fidèle à cette ligne-là, vous rendre compte du fonctionnement du fait. C'est mon rôle ce soir. Et je vais vous dire quelque chose. Joël, juste une curiosité. Vous voulez faire combien d'enfants, vous?
Bon, c'est ma question hein, pour la fin de l'émission. Savoir le nombre d'enfants en tout cas que écoutez, chacun a fait. Le nombre d'enfants, je voudrais rassurer Nelly. Au fait, ce n'est pas un conflit entre un courant conservateur attaché à la culture, attaché aux valeurs donc, de nos sociétés, et puis un courant progressiste qui pense que avec le train de vie actuel, les défis économiques actuels, tout ce qu'il y a comme contrainte, la responsabilité parentale, qu'il faut faire bouger les choses. Parce que pour tout vous dire, la culture c'est un phénomène évolutif. La culture, aucune culture n'est statique. Et d'ailleurs, par le phénomène de l'altération des éléments qui constituent ce code culturel dont nous parlons, il y a des éléments qui sont amenés aujourd'hui à être donc des valeurs, des normes admises comme telles, considérées comme telles, et que demain vont se transformer en pathologie. Et donc justement, même quand vous voyez un peu le phénomène de la fécondité dont nous parlons, Alphonse l'a rappelé, ou bien il l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, ce n'est plus évident de compter par milliers des familles qui font 10 enfants, qui font 12 enfants, qui font 15 enfants. Aujourd'hui, il va falloir les rechercher, même dans les milieux ruraux, même dans les zones rurales, il va falloir les chercher pour les trouver. Donc ça voudra dire que quoi? À un moment donné, ce phénomène a connu une altération. Ce qui fait que, de plus en plus, pour des raisons dont on a parlé, les contraintes, la responsabilité, manque de disponibilité pour l'éducation des enfants, les familles autrefois, qui sont même des hommes qui sont issus de lignées, où l'habitude c'est de faire encore des enfants, ont commencé par se rétracter. Autrement dit, il faut laisser les uns les autres leur libre arbitre. C'est ce que j'ai commencé par dire. Le phénomène va évoluer. Et ça va se corriger si nous voulons de lui-même. Ce n'est pas par un coup de baguette magique que on va mettre un coup d'arrêt à la fécondité sur le continent. Et j'ai quelques éléments partagés avec vous pour vous expliquer que les éléments culturels ne sont pas des éléments économiques comme vous le dites. Alors, dans notre culture, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est non seulement signe de virilité, signe d'affirmation de l'homme qu'il est, de son identité d'homme qu'il est, et surtout de sa masculinité. Ça, c'est un phénomène essentiel qu'il ne faut pas oublier. L'autre chose, aujourd'hui, il y a également le phénomène des morts d'enfants. Des morts d'enfants qu'il faut aller rechercher. Ce qui est à la base du fait que dans nos sociétés, des familles font le choix de faire encore davantage d'enfants. Lorsque vous faites des enfants et que vous vous mariez avec 2, 3 femmes, vous faites 5 enfants par un phénomène bizarre. Et là, on va me dire que je suis dans la superstition, encore que nous sommes en Afrique, il y a des réalités spirituelles. Un phénomène survient en 2 ans, 3 ans, décime complètement votre famille. Vous perdez les 5 enfants. Vous faites un enfant, l'enfant meurt. L'on se dit, mais si c'est ça, autant en fabriquer, vous m'excusez le terme, assez pour que, même si la mort finit par choper dedans, qu'il puisse rester au moins... Et si la mort n'en chopait pas? Non, écoutez, je vous dis que, moi je vous explique pourquoi, dans nos familles, dans nos collectivités, certains font le choix de faire beaucoup d'enfants. Et si finalement donc, la mort ne rend pas visite à cette famille, conséquence, on compte donc 50 enfants ou bien 28 enfants. Et rentrer même dans l'anthroponymie des noms. Il y a par exemple, dans ma culture, la culture Adja, je finis donc par le plus donc l'exemple là parce que c'est cette culture que je maîtrise le plus. Rentrer donc en milieu Adja. Si vous voyez quelqu'un qu'on appelle Egloku, cela veut dire il a vaincu la mort. Egloku. Il a résisté, il a survécu aux affres de la mort. Si on lui donne ce nom, c'est parce que dans l'histoire de cette famille, sa maman a tellement fait des enfants que la mort venait donc les emporter et lui, il a été le seul peut-être à résister. Voilà. Conséquence, lui à son tour, lorsqu'il est amené à fonder une famille, il se dit pour ne pas être victime comme son propre père, il est obligé de faire beaucoup d'enfants
pour ne pas être victime. Pour compenser Donc, le vide. ça, ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier. Alors, je vais finir par vous donner donc un document référentiel. Aujourd'hui, il y a ce que la Commission de l'Union africaine pour la jeunesse appelle donc la notion de dividende démographique. En 2100, on estime que le nombre de personnes sur le continent africain va atteindre les 2 milliards 100 personnes. En 2050, on doit avoisiner déjà les 1 milliard 5 par là. Et depuis donc des années, le document 2063 de la Commission de l'Union africaine qui trace les balises de la fécondité sur le continent africain, on a initié et entrepris des programmes de planning familial. Et depuis que ça existe, mais malgré que ces programmes existent avec l'intensification des campagnes de sensibilisation, les voyants sont toujours au vert et montrent que il n'y a rien à faire. Le taux de fécondité n'est pas encore prêt pour baisser. Cela voudrait dire que, encore une fois, je suis bien assis dans mon raisonnement pour vous dire qu'on ne peut pas arrêter ce phénomène par un discours. Voilà. Ce phénomène va se normaliser de lui-même et que ça vous plaise ou pas. Jusqu'à demain, les familles vont continuer par procréer. Et je voudrais que Alphonse fasse l'effort de ne pas circonscrire le débat d'un point de vue de l'intellectuel qu'il est, ou bien ou dans la ville. Parce que quand on dit que il y a des femmes qui travaillent, il y a des familles où papa, maman travaillent, c'est comme si nous voyons le phénomène uniquement en ville, où les contraintes sont plus lourdes, où la responsabilité appelle une certaine charge. Allez encore dans les milieux ruraux, vous comprendrez que ce n'est pas forcément ça. Il y a toujours donc des femmes qui sont toujours à la maison, il y a toujours la famille nucléaire qui est toujours là, il y a toujours les divers qui sont vendus au bord donc des voies dans les domiciles, et ce phénomène la situation va se normaliser d'elle-même. Nelly Dodinou, mais nous savons qu'il y a des femmes qui, parce que au premier accouchement, deuxième, troisième, elles n'ont peut-être que des enfants garçons, des enfants d'un même sexe, donc elles veulent peut-être l'autre sexe, le sexe opposé, et par conséquent, elles souhaitent encore une fois aller à la maternité. Est-ce qu'il faut désormais encourager également ces choses-là? Ça, c'est le gros piège. Hein? C'est le gros piège. Quelqu'un qui veut une fille parmi ses enfants se retrouve à faire 6. Et peut-être il n'aura jamais une fille. Quelqu'un qui voudrait un garçon serait en train de faire, va se retrouver à 5, alors que le programme initial c'était 3 enfants. On dit chez nous, tous les enfants sont des enfants. Ce que l'homme fait aujourd'hui, la femme peut faire. Seulement que dans notre culture, on pense que c'est l'enfant garçon qui est l'héritier, qui pourra garder et perpétuer la lignée. Parce que le patronyme que nous portons, nous l'héritons de notre géniteur et non de notre maman. Donc du coup, avoir un enfant garçon s'avère une nécessité, une obligation. Et pour ça même, des gens se retrouvent à fonder une famille polygame. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas partis pour avoir 2 ou 3 femmes. Pour chercher le sexe. Et on se rend compte également que avoir un enfant fille vous donne l'assurance de la vieillesse qu'il y aura quelqu'un qui prendra soin de vous. Et que l'enfant de quelqu'un d'autre prendra également soin de vous parce que vous êtes son beau-père. On veut avoir les deux sexes. C'est l'idéal. Mais il y en a qui ont compris, comme M. Soudé, que les enfants femmes n'ont aucun problème. En tout cas, il n'a que des filles, tout comme mon père. Donc, il n'y a pas... Ça dépend de la conception de chacun. Et quand Joël dit, allons dans nos sociétés, allons dans les hameaux et consorts, c'est là où vous vivez la misère. Des gens qui ont du mal à se soigner. Ou le taux, je ne sais pas, la qualité. C'est vrai, il y a du maïs. Mais qu'est-ce qui accompagne le maïs? Qu'est-ce qui accompagne la pâte de maïs? C'est là-bas plutôt les programmes de prise en charge pour traiter telle maladie, pour la malnutrition. Parce que la dame se retrouve avec 6 ou 8 enfants. Des enfants nés dans quelles conditions encore? Et le risque de taux de mortalité de couche, c'est-à-dire mortalité en couche, est élevé.
d'abord, il n'y a pas l'infrastructure sanitaire pour les accouchements. Il y a encore des matrones. La femme qui n'a pas accès aux soins médicaux, qui va tout le temps à l'accouchement, dès qu'il y a une petite complication, elle meurt en couche. D'où le taux élevé de décès en couche. Deuxième chose, on parle de taux de malnutrition dans ces milieux ruraux. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'une manière ou d'une autre le moyen de se divertir. Avec toi, tout est noir. Donc chacun sait comment il s'occupe. Conséquence, on a autant d'enfants. On ne leur en veut pas pour ça. C'est à l'État de savoir qu'il y a des zones qu'il faut urbaniser. Pas forcément urbaniser. Envoyer le minimum vital, c'est-à-dire l'eau potable, les soins, l'infrastructure socio-communautaire, tout ce dont ils ont besoin. Parce que c'est de la ressource. C'est à Aligo Dangote, on demande pourquoi l'Afrique est le continent d'avenir. Il a dit, après tout ce qu'il a cité, il a cité une chose que j'ai gardée. Il dit, nous avons une population jeune sur lequel reposera le développement du continent. Et si nous avons une population jeune, c'est parce que nos mamans ont procréé. Donc, il y a l'avantage d'avoir de façon permanente une population jeune capable de porter l'économie, de travailler. Ce qui n'est pas le cas chez les autres. Au Canada, dans les autres pays, c'est une population qui vieillit. Parce que les gens, à un moment donné, ont arrêté de procréer et se sont dit, un enfant, c'est une charge. Il y en a qui décident de ne pas en faire pour ne pas faire de charge. Ailleurs, on dit c'est un seul enfant. La Chine a pratiqué cela pendant des années pour lui permettre de se développer. Mais parce que c'est déjà beaucoup de bouches à nourrir. Aujourd'hui, la Chine aussi se rend compte que sa population est en train de vieillir. Il faut encore encourager les gens. Et puis, il y a un deuxième enfant. Vous avez la possibilité de faire un deuxième enfant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas encourager justement les gens ici au Bénin, par exemple, limiter le nombre de naissances? Et voilà. Jusqu'à présent, chaque personne est libre. Elle a liberté de faire ce... Mais vous venez de donner l'exemple de la Chine, où on a demandé... Écoutez, vous êtes libre de votre corps. Tout à fait. Vous avez ce droit de disposer de votre corps et d'en faire ce que vous voulez. Si vous, faire 8 enfants ne dérange pas votre santé, allez-y. Mais seulement que moi, je vous demanderai des comptes sur comment vous allez vous en occuper. Ce n'est pas l'argent. Que l'argent. Oui, vous avez besoin de l'argent pour envoyer vos enfants aux soins. D'abord, même pas école. Quand on dit ton enfant est malade, il faut avoir les moyens de pouvoir l'amener à l'hôpital. Il ne sert à rien de faire des enfants. Et dès que l'enfant tombe malade, tu n'as pas les moyens de l'amener. C'est ça. Mais je dis, est-ce que nous avons la disponibilité de nous en occuper? Parce que la société part de la famille, de l'éducation, des valeurs que nous inculquons à nos enfants. Si nous avons des familles de valeurs, c'est que nous créons une communauté, une cité de valeurs. C'est de ça que nous parlons. Et puis, quand on parle de l'économie, ici, il n'y a rien de ces enfants qui vont se retrouver en prison, qui vont se retrouver ailleurs. Il va falloir les éduquer pour qu'ils apportent de la plus-value. Et c'est justement pourquoi M. Soudé parlait donc de l'éducation, de l'instruction. Je faisais tout à l'heure la différence, mais je vais vous demander en une minute, quelle est votre approche des pratiques ou des contraceptions? Voilà. Vous savez, j'ai commencé l'école dans une brousse, j'ai eu le CFEP dans une brousse, et j'ai vu là où j'ai commencé le collège, dans la même brousse, j'ai fait jusqu'en cinquième. C'était moins de 5 000, la scolarité au collège. À l'époque. Il est arrivé où le collège où j'ai fréquenté, on a fermé. On a fermé. Parce que les parents n'avaient pas l'argent pour inscrire les enfants. Et puis une année, on a fermé le collège parce qu'il n'y avait pas les moyens. J'ai vécu. Et j'ai vécu dans la brousse. J'ai grandi dans une maternité parce que ma soeur est sage-femme et j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu comment des gens procréaient et j'ai vu comment ces enfants-là n'allaient pas à l'école. Dès qu'on les renvoie pour la scolarité, j'ai vu mon directeur prendre son vélo, passer de champ en champ, aller chercher les enfants pour dire vous encouragez par conséquent les gens à aller vers le planning? Oui, il faut aller vers le planning.
Il faut aller vers le planning parce que vous faites... Moi j'ai choisi. Moi, j'ai choisi. J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, j'ai arrêté ça. Parce que j'ai fait 2 enfants en fonction de mes moyens. De mes moyens. Il n'y a pas question que j'aille à 3. Il n'y a pas question qu'on me dise, je suis paresseux, tu n'as pas garçon. Fille et garçon, c'est même chose. Mon père avait fait 10 gosses. Je suis le 10e. Moi, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2. Et donc, je comprends certaines choses aujourd'hui. Non, vous savez, oui, en ce temps, mon père avait les moyens de faire 10. Nous sommes tous allés à l'école. Voilà. Il y a des cadres dans ma famille. Nous sommes tous allés à l'école. Voilà. Et il avait les moyens, en tant que comptable, il avait les moyens, maman directrice d'école, on avait les moyens de faire 10. Mais moi, j'ai dit, je n'ai pas les moyens de faire 10. J'ai fait 2. Tout à fait. J'ai un frère qui est douanier, il n'en fait que 2. Avant de faire 2, papa a dû le supplier pour qu'il fasse le 2e. Donc, chacun, c'est en fonction de ses moyens. C'est déjà la fin de cette émission. Oui, tout à l'heure, il y a Alphonse Moïsoulé qui demandait, vous en avez fait combien ou combien vous voulez faire? Le modèle pour vous? Je pense que j'ai la liberté de disposer de mon corps. J'ai la liberté de disposer de mon corps. Je constate que Joël fuit la question. Et comme c'est comme ça et que nous avons encore une fois une constitution qui fait la part belle aux femmes, laissez-moi discuter avec ma femme qui a également la liberté de disposer de son corps. Et lorsque nous allons croiser les 2 libertés, si elle nous allons... de faire 3, 4. Moi, je l'accompagne volontiers. Une équipe de basket, 5. Non, mais je l'accompagne. Ça, c'est le gadget. Nelly, dis-nous. Bon, 3, ça me suffirait. 3, hein, c'est voilà. Et vous m'aimez le riche? Non, je suis également dans la tranche des 3. Bon. Alors, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Certainement, nous allons revenir sur les pratiques contraceptives. C'est déjà la fin de cette émission. Edgar Yakadia à la mise en onde. Bonsoir chez vous.